Voilà, nous sommes là pour passer au peigne fin, l'actualité à travers votre émission Le Rendez-vous. Les rendez-vous pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec l'honorable Simon-Pierre Ianagno, député national élu de Tchabunda au Sud Kivu. Il préside la commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale, professeur des universités, secrétaire général du parti politique Action alternative pour la Renaissance du Congo, ARC, en sigle parti politique présidé par l'honorable Élisée Mounembwe. Voilà, honorable, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Je suis certaine que vous allez répondre aussi à toutes les questions prévues pour ces numéros. Ben, nous avons l'obligation de redevabilité par rapport au peuple congolais qui nous a élus. Et ce n'est que justice si nous venons, grâce à votre micro, rendre compte du travail que nous faisons. Et comment vous allez, vous, personnellement? Ben, très bien. Ma famille politique va bien aussi. Mon parti Action alternative pour la Renaissance du Congo, ça va bien. Ma présidente Élisée Mounembwe va bien. Bon, je salue tous les camarades, mais je salue surtout mes électeurs de Tchabunda, dans le Sud Kivu, comme vous l'avez dit. Vous croyez encore à la renaissance de votre famille politique? Ben oui. Mais justement, pourquoi nous avons porté ces noms-là? Apparemment, les carottes sont cuites pour vous. Ben non, au contraire. Mon parti AARC fait partie du regroupement AAB et nous sommes dans la famille politique Front commun pour le Congo. Notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Et nous pensons que l'avenir de ce pays passe justement par l'équilibre des pouvoirs. Il faut que chaque fois il y ait un pouvoir, qu'il y ait une opposition et qu'il y ait une société civile et que chacun ou chacune de ces trois composantes fasse son travail dans le respect des textes. Avec la nouvelle configuration de l'Union sacrée, vous pensez que votre plateforme politique va subsister? Ben, la preuve, c'est que je suis là. Si la famille politique FCC ne subsistait plus, ben, nous autres, on ne serait plus là. Nous sommes là et nous demandons seulement à tout le monde de croire à la démocratie. Parce que si nous croyons à la démocratie, nous pouvons construire un avenir meilleur pour ce pays. Parce que c'est seulement dans les jeux démocratiques qu'on pourra construire un État fort, souverain, où chaque Congolais, chaque Congolaise, peu importe ses opinions, ses appartenances politiques, va pouvoir apporter sa pierre à la construction de la nation. Votre famille politique, les FCC de Joseph Kabila, à première vue, c'est comme s'il y a le froid. Ben non, au contraire. Vous savez, vous communiquez de moins en moins, vous êtes sur la scène politique de moins en moins également. C'est dit à quoi cette froideur? Non, ce n'est pas de la froideur, non. Et sécheresse, il y a des départs récemment, laissez-moi vous rappeler, Alain Atundu a rejoint l'Union sacrée de la nation. Oui, madame. D'abord, je le répète à beaucoup de gens, lorsque nous avons commencé la législature, nous étions dans une coalition FCC Cash. Et dans cette coalition, nous avions chaque fois porté la parole en disant, nous pensons que la direction que prend la gouvernance n'est pas bonne. Et chaque fois que nous parlions, on nous a accusés de bloquer le président. Alors, quand le peuple vous accuse, il ne faut pas parler parce que chaque fois que vous avertissez, on vous dit vous bloquez. Nous avons pris l'option de dire, bon, nous laissons le pouvoir travailler, nous n'allons plus déranger parce que ce que nous disions, ce n'était pas un dérangement, c'était des avertissements que nous faisions. Mais alors, nous avons dit, le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Il faut laisser le temps. Alors nous avons pris l'option... Mais communiquer aussi, ça rassure la population. Nous communiquons, madame. Nous sommes une opposition républicaine. Le FCC est en train de révolutionner le statut de l'opposition dans ce pays. Parce que pendant longtemps, on a pensé que les opposants, c'est quoi? C'est brûler les pneus, c'est jeter les pierres, casser les véhicules. Non. Nous sommes une opposition républicaine. Ça veut dire quoi? Nous participons activement au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que moi je préside la commission droits de l'homme au nom du FCC. Nous apportons notre part parce que nous croyons à l'avenir de ces pays. Mais chaque fois nous disons c'est pas possible qu'on aille dans ce sens-là avec une ambition qui est la nôtre de construire un État solide par rapport au processus électoral. Mais nous répétons combien de fois que la CENI qui est là, elle n'est pas consensuelle, que le processus tel qu'il s'est fait, c'est un processus chaotique qui va nous construire. Allons y arriver, oui, je veux bien, mais pour dire seulement que nous parlons, mais seulement qui nous écoute?
Si les gens sont attentifs, s'ils étaient attentifs, si le pouvoir est attentif, nous allons ensemble construire un pays. Mais cette opposition de vouloir... Pour concentre l'opposition, il faut qu'il y ait des casques, qu'il y ait des feux, que c'est pas ça. Honorable, aller à Tundu a claqué la porte du FCC. Quelle est votre réaction? Madame, nous, FCC, nous n'arrêterons jamais personne. Nous n'obligerons personne à rester avec nous. Mais nous pensons qu'il est temps que dans ce pays, on construise l'engagement politique sur des valeurs. Si librement, à Tundu et les autres, ils ont décidé d'aller de l'autre côté, libre à eux. Et nous leur disons seulement bon vent. Mais nous, nous demandons au peuple congolais de dire, ceux qui pensent que ce pays ne pourra se construire, que chaque régime qui arrive fait sa part, et l'autre qui arrive continue à améliorer. Nous avons, comme FCC, fait notre part. S'il y a des choses à améliorer, qu'on les améliore. Mais il ne faut pas penser qu'on va réinventer la roue. Et donc, ceux qui sont partis, nous ne pouvons pas juger, il n'y a pas de jugement moral à porter sur ça. Mais nous disons, nous sommes là, nous restons, parce que nous pensons que le pays ne peut avancer que s'il y a une opposition et s'il y a une majorité. Voilà, honorable, parlons processus électoral. Croyez-vous au travail de la CENI Denis Kadima actuellement? Vous savez, lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion ne peut être que mauvaise. La loi électorale dit quoi? La CENI est composée de 3 parties. Le pouvoir, l'opposition et la société civile. Et la société civile a la charge de présenter le président, le candidat président de la CENI. Vous savez comme moi, comme nous tous, dans quelles conditions M. Kadima a été nommé. L'Église catholique, l'Église protestante, qui sont les poids lourds, qui sont les plus crédibles dans ce processus-là, avait clairement dit qu'elle n'était pas concernée. Non, mais ça, là, ça appartient au passé. Non, non, madame. Les choses ont évolué non, actuellement. Il n'y a pas d'évolution. Il y a eu un enrôlement. Madame, vous voyez ici à Kinshasa, il y a beaucoup de maisons qui s'écroulent. Okay. Et les gens disent, non, j'ai déjà construit, je ne peux pas démolir. Au bout de 4-5 ans, les bâtiments s'écroulent. Lorsque les fondations sont mauvaises, même si vous avez déjà mis les murs, vous vous rendez compte qu'elles sont pas... Il faut démolir. Mais c'est depuis le régime Kabila que la configuration de la CENI a toujours été... Madame, vous savez que monsieur, mon collègue Jacques Joly, il est vivant. Il était à la CENI comme vice-président. Demandez-lui qui avait signé son mandat pour qu'il soit à la CENI. C'est Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'il y avait l'UDPS comme rapporteur, M. Kalamba. M. Kalamba était à la CENI. Demandez à M. Kalamba parce qu'il est toujours vivant. Des contestations. Non, mais je veux dire, dans la composition de la CENI, non, depuis 2006, ceux qui ont représenté les composantes à la CENI ont toujours eu le mandat de leur famille politique. Allez demander à ceux qui sont là aujourd'hui, qui disent représenter la société civile, est-ce que l'Église catholique a accepté? Est-ce que l'Église protestante a accepté? Monseigneur Bokundoa, Monseigneur Ambongo, ils sont là, posez-leur la question. Au niveau de nous autres, l'opposition, ben, on dit que nous sommes représentés, mais qui a signé le mandat? Personne. Ça veut dire que ceux qui sont là, ils sont là seulement par la volonté du pouvoir. Voilà, parce que les choses ont évolué. Quelle mention donnez-vous à la vaste opération d'enrôlement et d'identification des électeurs organisés par cette institution d'appui à la démocratie? Non, madame, je répète, lorsque vous avez construit sur du sable, ne vous entêtez pas à mettre les tôles, parce que ça va s'écrouler. Nous tenons à témoin le peuple congolais, la nation tout entière et la communauté internationale. Vous êtes fait enrôler, honorable? Ce processus, je termine d'abord la première idée. Ce processus électoral, il est tellement mal embarqué sur une fondation qui n'est pas juste, de sorte que tout le reste ne peut que mal tourner. L'enrôlement dont vous parlez, mais vous savez vous-même quel est le chaos qui a entouré cet enrôlement-là. Vous savez vous-même que ce pays a besoin de cohésion nationale, a besoin d'unité. Et si nous continuons à faire les forcing comme ça s'est fait là-bas,
nous arriverons à un moment donné où ça va bloquer. C'est un langage d'un vrai opposant. Non, non, non. Je parle d'abord comme quelqu'un qui aime ce pays. Il ne faut pas dire, bon, la barque va couler, mais allons quand même. Non, si vous savez que la barque va couler, il ne faut pas embarquer les gens. Nous voulons construire un État ici, un État solide, et vous donnez démocratique. quelle mention accordez-vous à la vaste opération d'enrôlement? Mention? Mais je dis qu'il y a un faux à la base. Le faux corrompt tout. En termes de pourcentage? Je n'ai pas à donner des pourcentages parce que si je donne des pourcentages, c'est comme si j'appréciais positif. Je dis le faux corrompt tout. Ce processus est corrompu et vous ne pouvez pas me demander à moi d'apprécier s'il est positif ou négatif, à quel degré. Je dis revenons à la base. Faisons en sorte qu'on respecte les textes dans la composition de la CENI. Parce que les élections, c'est quoi? Ce sont des appréhensions. Vous pouvez perdre, vous pouvez gagner. Mais si vous gagnez en sachant que l'arbitre qui a jugé le match, il a passé la nuit dans la chambre de votre adversaire, vous n'accepterez jamais votre défaite. Vous comprenez, madame? Donc, ce n'est pas un problème de dire j'apprécie ou je n'apprécie pas. Ça n'a rien d'individuel. C'est un jugement objectif. La base est mauvaise. La conclusion ne peut être que mauvaise. Mais pourquoi la CENI traîne à saisir la justice par rapport au cas signalés, entre autres tricherie, enrôlement, les problèmes de doublons et consorts? Qu'est-ce qui fait que la centrale électorale traîne les pieds? Jusqu'à maintenant, la justice n'est pas encore saisie. Mais madame, mais je reviens à ce que j'ai dit. Lorsque le départ est faux, tout le reste ne sera que faux. Vous parlez de la CENI, mais je repose la même question par rapport à la société civile. Nous avons vu quand le régime Kabila était en place. Mais la société civile était dans la rue tout le temps. La Lucha, c'est pas quoi, Filimbi. Mais où sont passés ces mouvements-là? Personne n'est bougé. C'est pas parce que leurs préoccupations ont trouvé gain de cause par rapport à ces régimes. Ok, mais alors, j'ai bon d'avaler leur langue. Vous avez justement trouvé la question. C'est-à-dire, est-ce que l'intention était la construction d'un État démocratique ou c'était l'acharnement contre une personne? Parce que si c'était la construction d'un État démocratique, ce que vous-même vous êtes en train de dire devait attirer l'attention. Comment voulez-vous que le peuple congolais, pour se faire enrôler, soit obligé de payer? Les rapports qui ont été rendus par des observateurs indépendants montrent qu'il y a des bureaux fictifs. Nous avons vu tous des images des gens qui avaient des machines dans leur maison. C'est un discours qui remonte depuis Corneille Nangaa, honorable. Madame, on déplorait tout ça depuis Corneille Nangaa. Je dis, si sous Corneille Nangaa, il y a eu des choses qui ont été dénoncées, je vous parle de Filimbi, je vous parle, s'il y a eu des choses qui ont été dénoncées, parce que je ne peux pas prouver qu'il y en avait. Mais supposons qu'il y en a eu. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que vous-même, vous êtes témoin de ce que nous dénonçons. Moi, la question que je pose aux Congolais, c'est celle-là. Pourquoi, dans le passé, vous vous êtes levé pour dénoncer et aujourd'hui, tout le monde semble penser que, bon, allons seulement, même si c'est mauvais, allons. Mais ce n'est pas possible, ça. Nous devons tous dire améliorons ici, améliorons là. Et c'est le travail que fait notre famille politique. Nous ne sommes pas là pour casser les bus, pour brûler les pneus. Nous sommes là pour alerter. Nous alertons le régime, nous alertons le pouvoir, nous alertons l'opinion. Attention, il ne faut pas que ce pays retourne à la dictature. Parce que lorsqu'on n'écoute plus l'opposition, lorsqu'on n'écoute plus l'opinion publique, c'est quoi? C'est la dictature. Et ça, ce n'est pas normal. Nous en avons vécu. Il ne faut pas qu'on replonge à la dictature. Voilà, honorable, le week-end dernier, quelques figures pro de l'opposition en RDC se sont réunies à Louché pour mettre en place une force politique. Quelle est votre réaction? Là, il s'agit, je vois Moïse Katumbi, Matata Pogno, qui est encore Délice Sanga, et autres, Martin Fayoulou, ainsi de suite. Ça vous inspire quoi? Ben, madame, je ne peux que les encourager. Parce que si nous voulons construire une démocratie, la démocratie, c'est la diversité des opinions.
lorsqu'on commence à dire tout le monde doit penser la même chose et dire la même chose, nous revenons à ce que nous avons connu, Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Mokonzi Bo, avec un parti État. Vous avez la chance que nous, on a eu au début de cette législature. Le fait d'avoir fait la coalition FCC Cash, c'était un départ. Parce que nous devons arriver à construire des familles politiques, des courants politiques. Nous sommes à plus de 1000 partis politiques. Vous ne pouvez pas gérer un pays avec 1000 partis. Vous n'aurez jamais une majorité stable. C'est pour ça que nous avions intérêt, et nous avons encore intérêt, que les FCC se construisent comme courant politique, comme famille politique. Si l'Union sacrée, comme ils viennent de le faire, se construit aussi comme une famille politique, basée sur les idées, pas sur l'argent. Les FCC n'étaient pas de la partie, bien que vous soyez maintenant. Vous savez, c'est ça que j'ai dit. Nous étions de la partie. Qui vous a représenté? Où ça? À Louchi. Non. Nous, on n'est pas, on n'est pas dans cette dynamique-là. Nous, FCC, nous ne pouvons pas aller derrière les autres. C'est l'opposition républicaine. Ben non, nous disons républicaine. Pourquoi? Parce que nous, comme moi, vous m'avez invité comme président de la commission droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que nous sommes au niveau de l'institution Parlement. Nous voulons à ce qu'au sein de l'hémicycle, et c'est pour ça que nous continuons à dénoncer ce qui ne va pas, au sein de l'hémicycle, qui est le siège de la démocratie dans ce pays, nous puissions avoir la famille politique opposition reconnue et ayant la parole. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe toujours. Mais nous restons dans notre optique. Nous croyons à l'État, nous croyons à la démocratie. Et malgré tout ce que nous pouvons subir aujourd'hui comme exclusion ou refus des paroles, nous maintenons notre cap. Nous pensons que ce pays ne se construira que lorsque tous les politiciens auront compris que c'est sur des valeurs qu'on construit la nation. L'État n'a pas de sentiments, l'État n'a pas de passion. L'État, ce sont les textes. Ce sont les lois. Alors, respectons la Constitution, respectons les lois de la République. Ceux qui se sont réunis à Lubumbashi, je suppose qu'ils ont aussi la même vision. Mais il faudrait que chacun, peu importe nos Ils ont même projeté de marcher, sauf imprévu, le 13 mai prochain. Ils vont prendre d'assaut le rue de Kinshasa pour fustiger la vie chère, le manque de consensus électoral et la prise en otage de la Constitution, de la Cour constitutionnelle. Madame, ils n'ont fait que répéter ce que le FCC dit depuis 2 ans. Revoir la CENI, revoir la Cour constitutionnelle, revoir la loi électorale. Mais c'est ça que nous disons. Et tout Congolais lucide ne peut que revenir sur ça. Si vous voulez vraiment construire un État ici, consolider la démocratie, vous ne pouvez que répéter ça. Donc nous nous réjouissons du fait qu'eux aussi, finalement, ils se sont rendus compte que le processus tel qu'il est, il va nous amener au chaos. Mais parce que vous avez la même vision apparemment, mettez-vous ensemble au lieu d'avoir des divergences de vues. Mais non, madame. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas porte-parole. Oui, parce que vous n'avez pas de divergences de vues, l'opposition, mais non, mettez-vous ensemble. Non, c'est possible. Pour constituer une force. Vous savez, la force du FCC, c'est quoi? C'est que nous sommes une force politique organisée, hiérarchisée. Et nous avons une autorité morale. Et nous faisons en sorte que nous puissions avoir une ligne de conduite. Parce que partout au monde, on ne peut pas gérer un pays s'il n'y a pas de bloc politique. En France, aux États-Unis, partout, c'est comme ça que ça se passe. Je suis heureux de constater que même ceux qui nous critiquaient parce que nous répondions à une autorité morale, quand ils ont fait l'union sacrée, ils ont aussi institué une autorité morale. Et donc, nos autorités pourront se contacter si, au niveau de la hiérarchie, ils trouvent qu'il est important que nous puissions mettre des ponts. Ça se fera. Mais moi, je ne suis pas porte-parole du FCC pour venir dire ici, voici ce que nous allons faire. Nous disons seulement que la consolidation de la démocratie, c'est continuer le travail qui avait été commencé. Vous savez, madame, en 2001, beaucoup de gens l'oublient, il n'y avait pas un gouvernement central ici. Il n'y avait pas une armée ici. Nous n'avions plus de constitution. Grâce au travail qui a été fait par toutes les forces, parce qu'il y a eu Sun City. Et à Sun City, la ligne de conduite, c'était quoi? Plus jamais tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne. C'est ça qui a été dit à Sun City. Et c'est pour ça que l'accord inclusif
qui est le socle au fait de toute la Constitution, que ce soit celle de transition ou celle de 2006, c'était d'équilibrer les pouvoirs. Le président de la République n'est pas chef du gouvernement. C'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement. Et le Premier ministre, il sort de la majorité parlementaire. Okay. Vous savez, si nous revenons à ça, nous allons avancer. Mais si nous sautons les étapes, nous allons nous écrouler et c'est ça que je crains. Alors, je reviens un peu à ce qu'eux ils dénoncent. La vie chère. Vous savez, madame, nous sommes aujourd'hui le 17 avril. Mais il y a des agents de l'État qui n'ont toujours pas leur salaire de mars. À l'époque, nous avions un budget de 5 milliards, 6 milliards. Mais le 15, tous les policiers étaient payés. Monsieur Matata Pogno, il est encore en vie. Tous les directeurs au budget financier, ils sont là. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards. Expliquez-moi comment, avec un budget pareil, on peut arriver au 17 de l'autre mois sans payer. Quand vous allez sur le marché, tous les prix ont doublé, triplé. Mais il ne faut pas prendre les Congolais pour des naïfs. Les mamans, les papas, ils raisonnent. Et eux, ils se disent, il y a un problème. Et nous disons qu'il y a un problème. Vous réagissez comment par rapport au dossier Mwanga Chouchou? Bon, vous savez, quand la justice est saisie d'un dossier, il est toujours conseillé de ne pas interférer. Normalement, on doit laisser la justice avancer. Mais j'ai vu une vidéo que mon collègue Eliezer a balancée, où il dénonce tout ce qu'il y a autour de ces dossiers. Beaucoup de mensonges. Non, il faut partir des faits. Qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'il ne faut pas non plus que tous nous tombions dans une sorte de hilarité où finalement toute notre vie est prise en otage par le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas un dieu. Monsieur Kagame n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui s'est fait que tous nos problèmes, maintenant c'est le Rwanda? Non. Nous sommes un peuple, nous avons des problèmes, nous devons les gérer, les prendre en charge. Mais nous ne pouvons pas nous laisser prendre en otage par le Rwanda où quand il pleut c'est le Rwanda, quand il ne pleut pas c'est le Rwanda. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, la justice doit continuer l'enquête et faire tout dans la clarté, de sorte qu'on respecte les textes. Mwanga Chouchou, c'est un député. S'il y a flagrance, il faut qu'on établisse la flagrance. S'il y a des preuves, il faut qu'on les présente. Et s'il est coupable, qu'on les condamne. L'Union sacrée a pris la forme politique et électorale avec la signature de la charte. Et bientôt, le 22 avril, la sortie officielle. Que pensez-vous de cette transformation? Ben, je répète, je crois, moi, à un Congo où des familles politiques émergent, se construisent, mais sur des idées, sur des valeurs. Le fait d'être unis nous permet d'être forts. Donc, sur ce point-là, félicitations et bon travail. Je constate seulement que c'est une copie du FCC. Et sur ce point-là, je me réjouis parce que autant on a décrié ce qui se faisait au FCC, qui était un embryon. Je dois le répéter parce que le FCC n'a pas 10 ans, n'a pas 15 ans. C'est une dynamique qui se mettait en place pour construire une école politique. Et je pense que tôt ou tard, il faudra que tous les Congolais arrivent à ça. Voilà. Nous devons avancer pour que plus personne ne puisse avoir tous les pouvoirs entre ses mains. Nous devons apprendre à travailler en collaboration. Alors si eux, ils vont faire comme nous, ben, félicitations. Ils peuvent toujours continuer à s'inspirer de ce que nous faisons. Honorable Simon Pierre, vous présidez la commission des droits de l'homme à la Chambre basse du Parlement. Parlons de la nouvelle configuration de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, investie au mois de mars par l'ordonnance présidentielle. Quelle image avez-vous de son nouveau président, Paul Sampo? Individuellement, je n'ai rien à dire sur ces cadres qui ont été nommés. Parce que bon, pour beaucoup, je ne les connais pas. Pour d'autres, je connais des noms. Je sais que... Paul Sampo fut le numéro 1 de l'ONG, la Ligue des électeurs. Non, c'est pourquoi je dis, au niveau individuel, compétence... à Kinshasa, plus de 20 ans déjà. Non, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je souhaite... De toute façon, tout Congolais a droit, s'il remplit les conditions, il peut assumer toutes les fonctions. Et c'est pour ça que j'ai dit en passant, je suis contre cette fameuse loi Djani là. C'est pas honnête ça. Nous allons y arriver. Non, oui. Mais alors, je reviens à la manière. Vous savez, je le répète au président Bosso parfois, tous les Congolais ne font pas la politique pour avoir l'argent et les postes.
Il y a des Congolais qui font la politique parce qu'ils croient à ces pays. Non, mais la classe politique actuelle... Non, mais je dis, c'est pas tout le monde. Que ce soit le régime non, passé, c'est pas tout le monde. Ce sont des non, je dis, et je le répète, le FCC dont on parle souvent là, c'est qui? Ce sont ceux qui sont à l'Union sacrée. C'était constitué aussi des ventriotes. Non, mais pourquoi je dis, il faut savoir différencier les choses. La transhumance qu'il y a eu a permis que le FCC puisse se libérer. Et je pense que le FCC dont on parle, ce n'est plus le même que celui qui est là aujourd'hui. Je parle de moi, je parle de beaucoup d'autres. Nous, on n'a jamais géré, on n'était ni ministre, ni DG. Nous faisons la politique parce que nous pensons que nous pouvons contribuer à construire un État ici. Revenons à la CNDH. Madame, quand je suis arrivé comme président de la Commission droits de l'homme à l'Assemblée nationale, sur ma table, je trouve les dossiers renouvellement des membres de la CNDH. Parce que la loi organique de la CNDH dit le mandat est de 5 ans. Et au bout de 5 ans, on doit faire des élections. Il se fait que, quand je suis arrivé, ils étaient au-delà de 5 ans. Et partout, les composantes ont commencé à demander, mais il faut qu'on renouvelle. Parce que la CNDH, c'est quoi? C'est un ensemble d'associations. Il y a les avocats, il y a les... Commission nationale des droits de l'homme. Oui, mais c'est... Les 9 membres sont suffisamment aguerris pour... non, les 9 membres représentent leurs composantes. On n'y va pas individuellement. On doit y aller par mandat, un peu comme je disais pour la CENI. Il s'est fait maintenant que, les délais étant dépassés, nous commencions à avoir beaucoup de pression. Je suis allé à Genève, je suis allé partout, on nous dit, mais vous avez les statuts A, votre commission est bien cotée, mais si vous ne respectez pas vos textes, vous allez être dégradé. Donc, l'Assemblée nationale a pris l'option de renouveler. Et c'est dans le processus de renouvellement qu'il y a eu des problèmes. Parce que ma commission à moi, qui est la commission tutelle de cette CNDH, a été mise de côté. Pourquoi? Parce que justement, je suppose, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait autant de contrôle. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'Assemblée nationale a une commission nationale des droits de l'homme et lorsqu'il faut renouveler dans une matière qui lui est propre à cette commission, qu'on mette toute la commission de côté? La CNDH, c'est une institution d'appui à la démocratie ou une institution citoyenne? Oui, mais justement, mais la représentation nationale, c'est le peuple. C'est pour ça que le peuple, autant le gouvernement est sous le contrôle. Maintenant, là, avec la structure mise en place maintenant, vous trouvez que la CNDH joue son rôle de protéger, de promouvoir les droits de l'homme? Madame, je répète, lorsque vous procédez mal, ne vous étonnez pas qu'après, il y ait des problèmes. La manière dont cette nouvelle CNDH a été mise en place n'était pas correcte. Ça n'a rien à voir avec la compétence ou la qualité des membres qui sont là-dedans. Moi, je répète, je suis un républicain. Le président a signé l'ordonnance, ils sont installés. Mais je ne cesserai pas de répéter ce que j'ai dit. Je vais travailler, oui, parce que je représente une institution qui va travailler, mais il faut que tous les Congolais se mettent ça en tête. Vous ne pouvez pas semer du riz et puis vous voulez récolter les haricots. Si nous voulons semer la justice, procédons de manière juste. Mais Paul Sampou, c'est quand même un grand défenseur. Ce n'est pas un problème d'individu, madame. La preuve, aujourd'hui, j'apprends qu'il a mis de côté presque les 80% de tous les agents qui étaient là-bas. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit... Pour bien exécuter sa vision. Oui, mais c'est une institution d'appui à la démocratie. Mais pour bien exécuter sa vision, non, mais ce n'est pas sa vision. Vous voyez, madame, je dis, arrêtons de faire cette histoire de vision. Nous avons connu le président Mobutu ici qui avait une vision. Derrière tout le monde. Vous avez les drapeaux qu'on avait là-dedans. Mais madame, il n'y a pas de vision. Nous avons des textes. Non, 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 non. Le peuple congolais ne peut pas être géré par une vision. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous avons une représentation nationale pour voter les lois. La mission du Parlement, c'est quoi? C'est voter les lois. Une fois qu'on a voté la Constitution, on a voté les lois, vous débarquez, vous dites, j'ai une vision. Non, 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 non. La vision, c'est le respect des lois. Monsieur Samp, il a des compétences. Personne ne peut discuter de ça. Mais il ne faut pas qu'il amène sa vision. Il faut qu'il suive les textes. Parce que ce n'est pas une entreprise familiale. C'est une institution publique d'appui à la démocratie. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la crédibilité que je lui donne. Moi, je lui dois beaucoup. Personne. Tous les Congolais le connaissent. Il est compétent. Mais c'est comme M. Kadima pour la CENI.
La compétence de Kadima a été chantée partout, on le connaissait. Mais lorsque la méthode n'est pas bonne, madame, même le Saint-Esprit peut avoir du mal à arriver au résultat. C'est ça le drame. Alors moi, je répète, la CNDH doit revenir au texte. Simon, si les conditions ne vous permettent pas de travailler, n'est-ce pas qu'il faut changer de choses en vue de travailler sans problème? Mais il y a une loi organique, madame. Vous ne pouvez pas gérer une institution qui a des textes. Il y a ces têtes, vous trouvez des têtes bien corrompues. Il faut les balayer. Mais non, justement, c'est à ce niveau-là que je dis. Pour travailler sans embauche. Voyez, madame, on a fait un coup d'État là à l'Assemblée. On renverse la majorité en pleine législature. Vous savez ce que ça nous crée? Ça crée un précédent très dangereux. Pourquoi? Même quand nous aurons des élections claires, libres, transparentes, un groupe de députés, s'appuyant sur cette jurisprudence-là, pourront toujours s'arranger pour renverser. Pas, vous n'êtes pas d'accord avec la Constitution, mais vous demandez qu'on la change. Parce qu'on parle de la CNDH. Non, je termine l'idée. La CNDH a une loi organique. Okay. Si M. Sampou, qui arrive avec ça, trouve que cette loi-là est à modifier, qu'il revienne à l'Assemblée pour demander qu'on modifie la loi. Mais personne ne peut gérer. Ça ne sera pas du tic-au-tac et ça va prendre du temps, tout ça là. Je répète, lui, il a besoin de donner les meilleurs. Ce n'est pas son entreprise privée, madame. Ce n'est pas une entreprise privée. C'est comme des gens qu'on voit ici gérer l'argent de l'État. Celui qui était à la tête de la Donnez-moi une minute, madame. Il a fait longtemps, mais le résultat n'était pas bon. Donnez-moi une minute. Il respectait les textes et non, vous voyez, les gens se sont plaints ici. On a eu même des procès. Projet 100 jours, les stylés gelous, tout ça. Pourquoi? L'autorité budgétaire dans ce pays, c'est le Parlement. Et lorsqu'on commence à monter des projets de 500 millions, 600 millions, sans se référer à l'autorité budgétaire, ça tourne mal. Mais qui va contrôler? Vous comprenez? Monsieur Samp, il est à la CNDH, conformément à la loi organique, votée par le Parlement. Si lui, il a des modifications à apporter, qu'il revienne au Parlement pour qu'on modifie ça. Parce que c'est normal qu'on évalue. Depuis 2015, on peut évaluer la CNDH et dire, tel que ça a été conçu, l'architecture n'est pas bonne, modifions ça. Mais si ce n'est pas modifié, vous agissez autrement, c'est contre la légale. Et il ne faut pas que dans ce pays, on puisse dire, moi je veux ça et je l'ai fait. Et ça, c'est le risque que nous connaissons. On a l'impression que... C'est le résultat qui compte ou bien la procédure? Non. Il ne faut pas parler des idées, oh, la fin justifie les moyens. Madame, voilà. Non. Dans un état de droit, la fin ne justifie pas les moyens. Pour preuve, vous pouvez avoir raison devant les juges, mais si vous avez procédé mal, mais vous perdez la raison. Vous pouvez attraper un voleur. Si vous commencez à le torturer, mais il va être libéré parce que vous avez violé la loi. Revenons au respect des lois. Et je répète que pour nous, en tout cas au niveau du FCC, le nouveau FCC que nous voulons construire, c'est celui-là. Vous pensez qu'il faut réviser la loi du 12 mars 2009 qui organise son fonctionnement? Non, ce n'est pas à moi de penser. J'ai dit à monsieur... Les Congolais ne sentent pas son travail sur le terrain. Non, j'ai dit à monsieur Sapou, évaluez, prenez le temps d'évaluer. Si vous pensez que nous avons des modifications à faire au niveau législatif, revenez à nous. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la CNDH que vous avez le pouvoir de faire autre chose que ce que dit la loi. Il n'a pas ce pouvoir-là. Je ne dis pas qu'il ne doit pas évaluer. Il doit évaluer. Je ne dis pas qu'il ne doit pas proposer des modifications. Il peut les proposer. Mais ce n'est pas de sa compétence. Parce que dans cette matière-là, la compétence est d'attribution. La CNDH est totalement indépendante du pouvoir actuel? Bah, ça, je ne sais pas. Parce qu'ils viennent à peine d'arriver, non? En étant soumise à la loi, pensez-vous que la Commission nationale des droits de l'homme est réellement indépendante du pouvoir politique actuel? Pouvoir politique actuel, je ne sais pas. Parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont à peine quelques mois. Oui. Nous allons les vérifier. Mais j'ai dit, la procédure de mise en place de la CNDH n'était pas correcte. Ça a été fait par qui? Est-ce que la manière dont lui procède, parce que vous m'informez ici qu'il est en train de changer des choses. S'il vous plaît, honorable, qu'est-ce qui est correct en RDC? Apparemment, rien n'est correct. Mais justement, madame, mais là, vous nous donnez raison. Vous savez, je ne suis pas le seul, mais il y a beaucoup de Congolais, même ceux qui sont à l'extérieur,
qui pense qu'il est temps. Même vous, à la Chambre basse du Parlement, la population pense que ce que vous faites n'est pas Mais madame, nos collègues qui sont là, ils passent leur temps à dire, oui, mais sous Kabila, on a fait ça. Madame, Kabila a fait un travail énorme dans ce pays. Je voudrais donner quelques indications. Depuis 2001, il a doté ce pays d'une constitution. Il a doté ce pays d'une armée. Kabila, il faut améliorer tout ça. C'est de Joseph Kabila. Je parle de Joseph Kabila. Il faut améliorer ce qu'il a fait. 18 ans après, quel bilan faites-vous? Mais le bilan, c'est que nous avons... Qu'est-ce qu'on a? Les pays des palpables 18 ans après. Madame, ce qui est palpable, les fondamentaux, je répète, quand un pays qui était morcelé, parce que le MLC gérait une partie, le RCD gérait une autre partie, Mboussa il gérait ailleurs, Lumba l'a géré à Bunia, les gens oublient ça. La première grande réalisation de Kabila, ça a été de réunifier le pays. Et nous avons aujourd'hui un pays, même si il est attaqué, nous avons un pays. Réunifier deuxième. Kabila est arrivé à mettre fin à la guerre des... Non, mais il a mis fin aux rébellions, aux grandes rébellions que nous avions. Le RCD Goma, le MLC, le RCD KML. On a mis fin à ça. Deuxième, il a compris que nous ne pouvons gérer ces pays qu'en nous mettant ensemble. Après Sun City, on a fait 1+4, madame. Gérer 1+4. Ce n'est pas Kabila qui a favorisé ou qui a rendu fort les Rwandais pour venir agresser la RDC. Madame, vous savez, c'est pourquoi je dis nous les Congolais. C'est sous Kabila que les Rwandais ont envahi notre pays. Ça c'est autre chose. Mais quand M. Kabila a attaqué les M23 pour les mettre dehors, il l'a fait en 2012. Et il a fallu que lui parte pour que ces M23 reviennent au pays. Pourquoi on ne le dit pas? Kabila a doté ce pays d'une constitution. C'est la base d'un pays. Kabila a doté ce pays de 3 cours. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. C'est ça. Kabila a réussi à faire organiser 3 cycles électoraux. Mais c'est sur ça que nous devons construire. Je ne dis pas que tout était parfait. Maintenant, nous devons dire ce que lui a fait. Ce qui arrive, il doit... Il ne faut pas passer votre temps à dire « Oh, il a fait ça, il a fait... » Non. Dans le contexte qui était le sien, parce qu'on oublie ça, en 2001, notre budget était de combien? 300-400 millions de dollars. Et ça a résolu quel problème? Ben, ça a résolu, mais je dis que nous avons réunifié les morceaux qui étaient coupés. La population ne mangeait toujours pas à sa faim. Madame, je répète ici que lorsque... Sous Kabila, on croupissait toujours dans la misère. Oui, mais est-ce que comparer la misère d'hier et aujourd'hui... La comparaison n'est pas raison. Ah, justement, parce qu'on oublie de situer la gouvernance de Kabila dans le contexte de l'après-guerre. On sortait d'une guerre qui avait duré plus de 5 ans. Et il est arrivé dans ce contexte-là. Alors, si vous prenez ce contexte-là, vous le comparez à celui d'aujourd'hui, il faut avoir des éléments de réponse. Vous pouvez les avoir. Merci, honorable député national. Nous allons évoluer. Vous êtes docteur en théologie pratique de l'université Laval au Canada. Ouais. Prêtre séculien du diocèse de Kasongo à l'est de la République démocratique du Congo et actuellement professeur associé à l'Institut supérieur de statistique. Comment faites-vous concilier toutes ces activités qui trop embrassent mal les trains? Ben non. Moi, ma spécialité, c'est quoi? Nous, les catholiques, nous avons l'option préférentielle pour les pauvres. Et nous avons développé depuis des siècles ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Depuis le 19e siècle, on a beaucoup de textes. L'Église catholique de la RDC avait lancé un programme d'éducation civique. Parce que le problème que nous avons dans ce pays, c'est quoi? C'est au niveau de la citoyenneté. Qu'est-ce qui fait un citoyen? Quand j'entends des pères et des mères, c'est une perte de temps. Le citoyen, c'est celui qui croit qu'il appartient à une communauté et son obligation, c'est de faire avancer la communauté. Donc je comprends déjà, Noël Tchani ne vous convainc pas avec sa fameuse loi. Non, je dis, moi je vous donne un exemple. Dernièrement, on était avec des collègues à Nairobi, à une conférence là-bas. On entre dans une famille d'origine congolaise. Le monsieur et sa femme et les enfants, mais ils sont devenus américains. Alors en échangeant, il y a une fille de 10 ans qui est de cette famille-là. On lui dit, ben, quand tu auras fini tes études, il faut venir aider le Congo parce qu'il fait une spécialisation. Vous savez ce que la fille a dit?
Moi, je suis américaine, je ne suis pas congolaise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle m'a dit, c'était moi qui l'interpellais, il dit, non, moi je ne suis pas congolaise, je suis américaine. Et je pense que ça, c'est l'élément central. Alors, la citoyenneté n'est pas liée à la peau. Si nous voulons construire un État, nous devons sortir de tout ce qui est sentimental. Vous savez, lorsqu'un État se construit, c'est sur des textes. Vous avez volé, on vous arrête. Que vous soyez des pères ou des mères. Vous avez contribué à faire évoluer l'intérêt commun, on vous décore. J'ai vu dernièrement le président de la République a décoré les gens, les médecins. Mais c'est ça qu'il faut faire. Sous Kabila, combien ont été arrêtés, les soi-disant voleurs en cravate? Madame, je dis, si ça n'a pas été fait, supposons, mais pourquoi ceux qui sont là aujourd'hui, ils essaient d'arrêter, puis ils ressortent 2 jours après, on sort tout le monde? Non, mais après... revenons, je ne vais pas rentrer dans les débats de ce qui s'était passé. S'il y a eu des révolutions... Non, on parle de vous. Non, mais je parle de moi. Je dis, ma spécialisation, c'est celle-là, justement. Voilà. Ça veut dire, comment on peut faire pour que l'éducation à la citoyenneté, dans un pays chrétien comme celui-ci, l'engagement politique soit fondé réellement sur la foi. Parce que tout le monde dit Jésus, 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 mais quand on voit autant de corruption, autant d'incivisme, on se pose quand même la question de la crédibilité. Honorable Simon Pierre Ianagno, député national, vous avez écrit, et parmi vos nombreux ouvrages, on note un livre intitulé « L'Église catholique et l'éducation à la citoyenneté en République démocratique du Congo ». Est-ce que cet ouvrage que vous avez écrit est encore d'actualité, surtout qu'on s'approche des élections de 2023? Oui, exact. Parce que cet ouvrage-là, je l'ai tiré de ma thèse de doctorat. Et ma thèse, si je peux la résumer, c'est quoi? C'est que le problème que nous avons dans ce pays, c'est un problème de la conception du pouvoir. Et j'ai pris 2 modèles. Le modèle de Hannah Arendt, qui est une philosophe allemande, et Max Weber. Vous savez, chez Weber, le pouvoir, c'est ma capacité d'imposer à l'autre ma volonté. Et là, ça devient le boulamatari. Parce qu'ici, les gens pensent que dès que tu es chef, il faut que tu t'imposes auprès des autres. Je montre justement dans cet ouvrage que ce que nous devons faire, sur base de notre foi, c'est d'imiter l'exemple du Christ. Il dit, président, le pouvoir, c'est le service. Et donc, pour sauver ce pays, ce qu'il faut faire, c'est inculquer dans ceux qui vont gérer ou qui gèrent, mais surtout ceux qui géreront demain, que lorsque vous accédez à un poste, c'est pour être au service des autres. Et lorsque vous êtes au service des autres, vous êtes leur serviteur, pas leur petit Dieu. Alors quand on voit ici sur la route les phares, les gyrophares, quand on voit dans nos quartiers, nos enfants à nous qui passent leur journée à courir derrière les voitures pour aduler des gens qui sont leurs serviteurs. Ma thèse, c'est justement ça. Est-ce que nous pouvons, dans ce pays, développer une culture qui soit le passage du pouvoir comme domination au pouvoir comme ça? Vous avez 2 secondes pour répondre à cette question afin que nous puissions clôturer l'émission. Honorable, pas plus tard que la semaine passée, vous avez participé à une conférence organisée par l'ONG Gouvernance Plus où on parlait de la surpopulation de prisons en République démocratique du Congo et autres mauvaises conditions des personnes incarcérées. Un peu des mots par rapport à cette réalité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous faites partie de la commission droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement? Bon, vous savez, ce qui est important justement, ce n'est pas nos guéguerres politiques. Ce qui est important, c'est la vie des Congolais. Et c'est pour ça que nous disons, nous battons pour qu'il y ait un État ici. La situation de nos prisons aujourd'hui est catastrophique. Nos prisons sont des mouroirs. Alors au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons initié une réforme. La loi qui gère les prisons aujourd'hui date de 1965. Beaucoup d'autres textes réglementaires sont vieux. Alors, la proposition de loi que nous avons adoptée en décembre 2022 veut réformer le système pénitentiaire. Nous allons avoir une direction générale, nous aurons des catégories de prisons, nous allons différencier aussi les prisons des maisons de détention et des maisons d'arrêt, et nous allons créer un organe pour gérer les prisons. Ça ne sera plus les policiers ou les militaires, et nous allons mettre fin à ce bicéphalisme entre les prisons militaires et les prisons civiles.
Donc la réforme est telle que, normalement, c'est le Sénat maintenant qui est en train d'analyser la loi. Nous voulons qu'avant la fin de ce mois de juin, nous puissions envoyer la loi chez le président de la République pour promulgation. Voilà. Merci, c'était un plaisir énorme d'échanger avec vous, honorable Simon-Pierre Ianagno, député national. Un message particulier pour clôturer l'émission de ce soir. Je demande aux Congolais de se prendre en charge. C'est ça que disait Mosé Laurent Désiré Kabila. Il n'est plus temps de dire on chante pour les gens. Non, construisons un État. Et pour construire un État, nous devons consolider la démocratie, le respect des institutions et le respect des lois. Voilà, vous avez pris l'émission en cours, ne vous en faites pas. La rediffusion, c'est demain à 12h30, heure de Kinshasa. Merci à la chaîne de référence, merci aux preneurs de vue, mais merci aussi à vous, fidèles spectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. Une très belle soirée à tous et chacun.